Eh bien, bonsoir tout le monde, on va commencer à l'heure. Alors, je vous demande pardon par avance si je froisse quelques personnes dans la salle, parce que l'approche qui va être faite des intolérances alimentaires est un petit peu différente de ce que l'on peut peut-être s'attendre à entendre sur le sujet. Mais ce sont un ensemble de réflexions, c'est un ensemble de réflexions qui a pour origine la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire une réflexion sur la santé qui vient de cette médecine. Donc cette réflexion, elle a quand même 2500 ans. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, vu la façon dont on fonctionne, il est intéressant de réentendre certaines vérités. Alors on va réfléchir ensemble un petit peu à cette notion d'intolérance alimentaire. Déjà, le mot intolérance, c'est un terme de psychologie. Être intolérant, c'est vrai qu'on peut avoir une intolérance sur un plan physique, physiologique, ne pas supporter quelque chose physiquement, hein, même si psychologiquement on aimerait bien pouvoir le supporter, physiquement ça ne passe pas. Et on peut avoir une forme d'intolérance également psychologique. Et quand on sait l'action du psychisme sur l'organisme, il suffit que mentalement on ne veuille pas de quelque chose pour en être malade physiquement. Parce que l'esprit dirige le corps. Et il est intéressant de savoir faire vraiment la différence. Est-ce que c'est mon corps qui ne tolère pas quelque chose, ou est-ce que c'est mon esprit qui dit à mon corps que je ne tolère pas cette chose? Même si le résultat peut sembler le même. L'intolérance peut parfois aller, lorsqu'elle est sur le plan psychologique, elle peut parfois aller jusqu'au fait, et ça on la reconnaît tout de suite, que non seulement on ne supporte pas certaines choses, mais on ne supporte pas que d'autres personnes consomment les choses en question. Là, on est à peu près certain que cette intolérance n'est pas uniquement physique, c'est pas juste ça ne me réussit pas, mais je ne veux pas que toi tu en prennes parce que moi ça ne me réussit pas. Là, il y a déjà quelque chose, une étape de franchie sur le plan de l'intolérance. Et là, je vous encourage d'une façon générale, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est intolérant, au sens où il veut vous imposer ou vous interdire quelque chose parce que pour lui, pour elle, ça ne convient pas, il faut vérifier pour vous si c'est correct ou pas, mais pas le faire simplement comme ça. Parce qu'on a ça dans les religions, on a ça dans certaines formes de science, de scientisme, on a ça aussi, vous savez, des fois c'est une vraie religion, la nourriture, et donc il faut y être attentif. Évidemment, nous allons parler uniquement des intolérances physiques, physiologiques. On ne va pas parler de l'intolérance psychologique. Lorsqu'on a une intolérance à quelque chose, on a deux types de réactions. Intolérance, ça veut dire je ne veux pas. C'est une réaction de rejet. C'est quelque chose de primaire. L'être humain est pourvu d'une fonction qu'on appelle une réaction affective ou une réaction physiologique primaire, qui est l'attraction ou la répulsion. L'intolérance, elle va pouvoir se manifester généralement soit sous une forme digestive, c'est-à-dire affecter le système digestif. Généralement, ce sont des causes alimentaires qui vont évidemment provoquer cette intolérance. Il y a quelques exemples qui sont donnés au tableau, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées, des vomissements. C'est-à-dire il y a un blocage du système digestif et une tentative de rejet, soit par le haut, soit par le bas. Et cette réaction de rejet blesse la fonction de nutrition du corps, qu'on appelle yin-qi en Chine. Une autre forme de réaction d'intolérance physique est une réaction du système respiratoire. Et cutanée, parce qu'on respire aussi par la peau, et qu'en médecine chinoise, le poumon et la peau fonctionnent ensemble. Une cause alimentaire peut aussi entraîner une réaction cutanée, par exemple, vous voyez un œdème de Quincke. Mais bien sûr, il peut y avoir d'autres formes de réactions allergiques, parce qu'on va voir que l'intolérance et l'allergie, c'est la même chose. Par exemple, des réactions à des facteurs climatiques que l'on respire, tout ce qui peut se promener dans l'air et qui provoque des réactions d'intolérance, les poils de chat, les acariens, etc. Soit des dermatites de contact, une intolérance à telle ou telle substance, tel ou tel tissu, parce qu'il y a une réaction tout de suite épidermique de la peau à cette chose, et puis pof, ça provoque une réaction violente. Et ça, c'est le système poumon. On connaît bien les problèmes d'allergie, avoir des symptômes de type éternuement, rhinorrhée, œdème, éruption, démangeaison, etc.
Ça, c'est la fonction de défense qui va être concernée, qu'on appelle Wei Qi en chinois. C'est-à-dire, il y a une réaction exacerbée du système de défense qui est liée au poumon en médecine chinoise, puisque la peau, c'est notre survêtement, c'est notre couche protectrice par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, quels sont les facteurs d'intolérance, puisque nous, on va zoomer sur les intolérances alimentaires. Vous connaissez tous, on en entend souvent parler, il y a des facteurs qui semblent être particulièrement sujets à création d'intolérance. Bon, je me suis amusé, hein. Joe, Jack, William et Avril, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Dalton. Alors, Joe White Bread, bah, c'est le pain blanc, c'est le gluten. Milky Jack, c'est le lait. William Peanuts, c'est vous savez, les arachides. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux cacahuètes. Et puis, Avril Seafood, les crudités, les fruits de mer, les crudités, pardon, les poissons, les fruits de mer, etc. Donc, ce sont quelques exemples. On aurait pu en prendre encore d'autres. Il y avait des champignons en photo dans le titre de la conférence. Ce sont des produits sur lesquels on jette souvent l'opprobre en disant ça c'est dangereux, c'est mauvais. Hein, et maintenant il y a des rayons entiers dans les magasins pour prendre des choses sans cacahuètes, sans gluten, sans ceci, sans cela. Quand même, à l'intérieur de ces quelques produits-là, pain, lait, fruits de mer, arachides, qui une partie de la population mondiale a besoin de ces produits-là. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu des choses dangereuses ? Hein ? Et est-ce que ces produits sont vraiment tous aussi dangereux qu'on le dit ? D'où vient leur dangerosité ? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Dalton. Est-ce qu'ils sont aussi dangereux que ça, les Dalton ? Tout le monde a peur d'eux, mais est-ce que c'est pas de l'extérieur que vient le problème, qui les fabrique comme ils sont ? Et c'est à ça qu'il va falloir réfléchir. Parce que quelqu'un, il y a 2000 ans, a dit « Donnez-nous notre gluten quotidien, quand même ». Et maintenant, on nous dit que c'est dangereux. Alors, il y a quand même un problème. On va y réfléchir. Intolérance, ça veut dire quoi concrètement ? Médicalement, on ne dit pas intolérance, on dit allergie. C'est-à-dire, on est allergique à quelque chose. Ça veut dire qu'on a une réaction exacerbée, comme je l'ai dit précédemment. Quelque chose d'éventuellement normal devient soudainement quelque chose de dangereux. Le pain devient dangereux, le lait devient dangereux. Alors on va voir pourquoi. Mais si on est capable d'être perturbé par quelque chose d'apparemment normal, ça veut dire qu'on a une faiblesse. Quand on est allergique, on peut dire c'est à cause des courants d'air, c'est à cause des poils de chat, mais tout le monde ne déclenche pas une maladie quand il y a un chat qui passe. Donc il faut peut-être à un moment se dire peut-être que j'ai un problème et que c'est pas le chat qui a un problème. Donc il ne faut pas oublier qu'une allergie repose sur une fragilité. C'est-à-dire qu'un simple courant d'air, si la fleur est fragile, le simple courant d'air va lui retirer ses étamines. Alors que si c'est solidement ancré, évidemment, ça ne craint rien. Dans un ouvrage qui remonte à 300 avant Jésus-Christ, un ouvrage de médecine chinoise, qui est la base de la médecine chinoise, il est dit que les sages de la haute antiquité, alors cet ouvrage parle encore d'une période d'avant, apprenaient à chacun à éviter à temps les facteurs pathogènes que le vent introduit à la faveur des faiblesses du corps. C'est-à-dire, on devait déjà à l'époque, on disait déjà que les anciens, ils savaient enseigner le fait qu'il faut apprendre à se renforcer et à se protéger, parce que le vent peut faire rentrer des choses, alors c'est un exemple, le vent, c'est plus pour les facteurs climatiques, à la faveur de nos faiblesses. Si la porte là-bas au fond, elle est ouverte, le courant d'air va rentrer. Est-ce la faute à l'air ou est-ce la faute à la porte ? Il y a cette notion en médecine chinoise qu'on appelle Cheng Qi et Xie Qi. Ça, c'est très important. Cheng Qi, ça veut dire la résistance, l'immunité, dirait-on en français. C'est-à-dire la capacité, la puissance du corps dans sa capacité de s'adapter et de résister à tout ce qui peut l'agresser. Nous sommes ce qu'on appelle des systèmes des systèmes ouverts en biologie.
C'est-à-dire, nous nous laissons en permanence traverser par des flux, par de l'air. À chaque fois que vous respirez, il y a l'air qui rentre et qui ressort. Par des informations, par de la nourriture. On est des systèmes ouverts. Si on était un système fermé, comme un éphémère, on vivrait le temps d'un éphémère, c'est-à-dire 24 heures, puis on est mort. On doit se recharger en permanence parce qu'on est branché entre le ciel et la terre. Mais évidemment, ça suppose une capacité d'adaptation à ce monde et une capacité de résistance à ce monde. Sinon, on se fait balayer rapidement. Plus Cheng Chi est puissant, plus cette capacité d'immunité est puissante, plus on va être capable de faire face à des épreuves sans tomber malade. Xie Qi, ce sont ce qu'on appelle les agents pathogènes, des énergies nocives. Bon, les traductions sont un peu multiples, mais en gros, c'est tout ce qui peut de l'extérieur nous agresser. Et donc, il y a une phrase en médecine chinoise qui dit « la perversité est fonction de la résistance ». La perversité, c'est-à-dire l'agression, la puissance de l'agression. La nocivité est fonction de notre résistance. Vous avez à gauche une illustration du chêne et du roseau de la Fontaine. C'est-à-dire que la résistance, parfois, j'ai dit résistance et adaptation. Le chêne résiste, le roseau s'adapte. Parfois, il faut faire preuve de résistance, parfois, il faut faire preuve d'adaptation, parfois un peu des deux. Mais toujours est-il que le vent, s'il rencontre, s'il est puissant, il y a un moment, on va se faire faucher, on va se faire casser, parce qu'on n'aura pas une résistance ou une adaptation suffisante. Mais ce n'est pas le vent, c'est-à-dire même un arbre, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la fleur de pissenlit, même un simple courant d'air, une simple brise va pouvoir faire éternuer certaines personnes, alors que d'autres, sous un vent fort, se sentiront à l'aise. Donc ce n'est pas la faute du vent, c'est la faute de la faiblesse. Et quand effectivement l'immunité est faible, c'est la phrase du bas, quand Cheng Chi est faible, Xie Qi est partout, c'est-à-dire tout devient nocif. Si on est faible, si on est fragile, tout ce qu'on nous dit devient une agression. Tout ce que l'on rencontre autour de soi, et on se retrouve obligé de vivre sous bulle pour maintenir notre fragilité. Donc, une simple pomme traitée, et puis on va se retrouver avec une gastroentérite et 3 mois à l'hôpital. C'est malheureux, juste une pomme. Alors, vous voyez, par exemple, aux États-Unis, ils vendent maintenant des banana bunkers, ça s'appelle, vous voyez, des tubes en plastique hermétiques dans lesquels ils mettent des fruits, par exemple, pour pouvoir éviter tous les microbes, etc. On est dans un monde où on veut tout fermer, tout isoler, éviter tous les microbes, sauf qu'on ne fait que creuser, que fabriquer notre déficience, parce qu'on devient fragile. Alors on va voir quels sont les moyens d'affaiblir notre immunité. C'est du 2e degré. Vous voulez l'affaiblir, on va voir comment s'y prendre, et vous allez voir que des fois, on croyait bien faire, et on fait tout ce qu'il faut pour se l'affaiblir. Je vais détailler chacune de ces phrases. On peut affaiblir notre immunité en confondant la notion d'immunité avec celle de vitalité. Je vais le détailler. On peut l'affaiblir en donnant au corps ce qui lui manque, au lieu de l'aider à fabriquer lui-même ce qui lui manque. Ça, c'est un système de béquille. Et là, derrière moi, il y a plein de choses comme ça, vous allez voir. On peut affaiblir notre immunité en surenrichissant une alimentation déjà normale. On va revoir, mais quand même, on est en France. On arrive à trouver un peu des choses à manger quand même par ici. On peut affaiblir notre immunité en confondant ce qu'on appelle le penchant, vous savez, pour des choses, et l'instinct. Souvent, les gens disent « moi, je sens ce qui est bon pour moi ». On va voir. On peut affaiblir notre immunité en consommant des aliments qu'on appelle san shen en chinois, sans vie. Je vais détailler ça. Et enfin, évidemment, en consommant des aliments traités ou dénaturés, parce qu'évidemment, c'est une des causes premières de la baisse de notre immunité. Et effectivement, on est obligé de faire un petit choix des fois dans ce qu'on absorbe, sinon c'est sûr qu'on va au casse-pipe. On va détailler tout ça. La confusion entre la vitalité et l'immunité. La vitalité, c'est de se dire, pour nourrir ma vitalité, je vais ne consommer que des bonnes choses. Donc, je vais boire de l'eau pure, je vais manger des choses qui sont parfaitement biologiques, etc. Très bien. Sauf que l'immunité, on tient compte du monde qui nous environne.
Or, le monde qui nous environne, il n'est pas pur. Et ça, je vais y revenir sur la fin. Hein, c'est l'histoire du roi Mithridate. On est obligé de s'empoisonner un petit peu des fois pour survivre. Et donc, si vous cultivez un jardin bio à côté d'une autoroute, ben vous avez peut-être le sentiment de consommer des bonnes choses, de fabriquer, de consommer des bonnes choses, mais chaque fois que vous respirez, ben en fait, il y a comme un problème entre certaines formes d'approvisionnement et d'autres formes. Hein, c'est-à-dire que si l'on s'entoure uniquement de personnes agréables qui nous disent des choses gentilles, que l'on mange que des bonnes choses, etc., on a l'impression qu'on va bien, mais dès qu'il y a un truc de travers, on fait une dépression. Donc, la vitalité, elle est bonne, mais l'immunité, elle est faible. Prenons l'exemple de certains peuples premiers qui vivent au fond de l'Amazonie, par exemple. J'étais il y a 2 ans chez les Wayana, par exemple, qui sont nos compatriotes quelque part, puisque ils sont français malgré eux, mais ça fait 50 ans, ils n'avaient jamais vu un seul blanc. Ils sont au fond du Maroni, là-bas, en Guyane. On a fait des soins là-bas. Et c'est des gens qui vivaient en contact simplement avec la nature. Ça fait 3000 ans qu'ils étaient dans ce biotope-là. Bon, bah, ils avaient quelques maladies comme tout le monde, mais même espérance de vie que nous. Mais la première personne qui arrivait avec une grippe, et la moitié de la tribu a été décimée. Ils avaient une bonne vitalité, mais ils se sont retrouvés avec un agent pathogène qu'ils ne connaissaient pas, et là, leur immunité, bah, elle a baissé tout de suite d'un coup, parce que bah, c'était alien, quoi. Donc il ne faut pas confondre les deux. On va y revenir à la fin avec la notion de mithridatisation. Une autre façon d'affaiblir notre immunité, donc de devenir intolérant, c'est lorsque l'on ajoute dans notre alimentation ce que le corps n'arrive pas à fixer correctement. Il y a plein de gens comme ça, vous voyez bien autour en publicité, enrichi en vitamines ceci, cela, calcium, magnésium, zinc. Voilà, il faut que ce soit toujours riche en quelque chose. Parce qu'on a des carences, ou on a peur d'avoir des carences, c'est encore mieux, et donc on va prendre des choses enrichies. Si vous avez une fuite de calcium, vous allez trouver logique de consommer du calcium. Sauf que si vous avez une fuite d'eau dans votre baignoire, et que le plombier vous dit bah, il suffit de faire couler les robinets, et vous aurez toujours le même niveau d'eau, vous allez dire mais c'est quoi ce plombier ? Il ne s'embête pas à chercher la fuite. Alors oui, bien sûr, quand on fait un examen, on est content, les taux sont bons, les niveaux sont bons, mais le trou s'agrandit, puis ça coûte cher en flotte. Alors bien sûr, ceux qui fabriquent du magnésium ne s'en plaindront pas, mais c'est un traitement béquille. C'est une alimentation béquille. C'est-à-dire que si le corps il n'a déjà pas l'énergie, les capacités de fixer correctement quelque chose, c'est pas comme un gamin, si vous lui donnez tout, bah, il ne va jamais faire l'effort de le faire lui-même. Donc ça, c'est pas un service à rendre pour éduquer le corps. Et vous voyez bien qu'on est complètement dans cette logique. On veut toujours enrichir notre alimentation. Enfin, enrichir. Ça, c'est un autre problème qu'on va voir après. On veut pallier à nos insuffisances en prenant ce qu'on n'est pas capable de faire et on finit insulinodépendant, enfin dépendant de tout. Et les médecins embrayent sur le truc, bien sûr. Même chose, même si ce n'est pas des carences, hein, les compléments. Hein, c'est bien de faire du jardin, mais quand même, si on met de l'engrais, ça pousse mieux. Si on enrichit le système un peu plus. Alors là aussi, on va avoir plein de choses, hein, riches en vitamines, en oligo, en tout ce qu'on veut. La spiruline, le ginkgo, tout ce qu'on veut. Enfin, on pourrait prendre plein d'exemples comme ça. Hein. Je vous disais, on est en France. On a quand même la possibilité, en cherchant un peu, de trouver des bons produits. Qu'est-ce qu'on est obligé de mettre encore des compléments, des engrais, des ajouts là-dessus? Vous prenez des enfants avec des céréales riches en vitamines, ceci, cela, ils vont pousser 2 fois plus vite parce qu'ils sont pleins d'engrais, mais ça fait des colosses au pied d'argile, ça fait des gamins qui grandissent très vite, mais qui sont faibles comme tout. Hein, comme les plantes, et qui tombent malades pour un rien. La spiruline, il faut la laisser au tiers-monde.
Il y a des produits qui sont très riches, très nourrissants. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Ben, ok, ça va leur sauver la vie, on va leur donner ça. En attendant, peut-être qu'ils arrivent à cultiver leur jardin. Et comme par hasard, c'est nous qui voulons encore plus de choses alors qu'on a déjà tout ce qu'on veut. Si vous faites le tour de la planète, moi j'ai honte quand je vois ça. Je vous avais dit que je ne plairais pas à tout le monde. Logique de guerre dans l'assiette. Vous avez aussi entendu parler des alicaments. On vous vend des aliments qui sont maintenant un petit peu mélangés à des médicaments. Hein. Le yaourt qui va soigner ceci, cela, etc. On mélange allègrement. Dans l'image précédente, j'avais la FDA, vous savez, la Food and Drug Administration aux États-Unis. C'est intéressant de savoir si c'est la même administration qui gère la bouffe et les médicaments. Chez nous, on n'en est pas loin. Parce qu'effectivement, les deux sont étroitement liés. On est toujours dans la chimie. Alors, entre l'agrochimie et la pétrochimie et la pharmacochimie. Et effectivement, vous avez combien de personnes, peut-être dans cette salle, combien de personnes prennent une pilule, une gélule avant d'attaquer le repas? C'est devenu une habitude. On rajoute des choses. On nous a dit de rajouter des choses. Allez, c'est devenu une habitude. Dans ce qu'on mange, ça a déjà été traité. Il y a des médicaments dans l'assiette. Hein? Si on mange de la viande, il y a pas mal de chances, ou même du poisson, il y a pas mal de chances qu'ils aient été un peu farcis aux antibiotiques, etc. Hein? Les légumes, qu'ils aient été bien arrosés comme il faut, on va le revoir. Donc cette logique, elle est dans l'assiette. Quand vous prenez un traitement antibiotique par exemple, qui est censé éradiquer tous les microbes qui peuvent vous attaquer, on ne sait pas trop ce que vous avez, antibio. Pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est une logique de guerre, les antibiotiques. Oui, ils vont bombarder le terrain, et donc le combat va cesser faute de combattants. C'est-à-dire que tout ce qui vous gênait va être éradiqué, sauf que vous, votre corps, c'est Gaza après. C'est-à-dire que quand vous avez un bombardement, même si c'est des alliés qui passent au-dessus, ils vous explosent en même temps que ceux qui vous ont envahi, et vous êtes libérés, mais vous êtes morts. Donc en fait, le corps, quand il se traite à force d'antibiothérapie, ou quand il bouffe des produits qui ont eux-mêmes été traités à force d'antibio, ben, le corps lui-même, son système de défense se retrouve laminé. Et donc, bah, voyez bien, les enfants traités aux antibiotiques, après, ils deviennent allergiques. Hein, ils font des rhinos, des machins à répétition, parce que leur système de défense, il s'est fait attaquer en même temps que l'agent pathogène, et donc c'est sûr que c'est porte ouverte à la prochaine invasion. Donc un très bon moyen d'affaiblir son immunité, c'est de prendre des traitements de ce genre, que ce soit en médicaments quand on est malade, ou que ce soit dans l'assiette par alimentation interposée. Quand je vous disais qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle l'instinct, parce que souvent c'est le penchant, il y a un proverbe chinois qui dit « on tombe toujours du côté où on penche ». C'est con, hein, mais c'est une évidence. Mettez un buffet, un grand buffet là derrière, mettez un grand buffet gratuit. Tout le monde va se jeter sur le buffet, et ma main a coupé. Vous allez voir, s'il y a un peu de tout dans cette salle, vous allez voir toutes les personnes un peu fortes et rougeaudes se jeter sur la viande et le pinard. Et puis vous allez voir toutes les personnes palotes et frileuses se jeter sur la salade et les crudités. Hein? Je me trompe? On tombe toujours du côté où on penche. Alors on se dit, je sens que c'est bon pour moi. Non, le feu réclame du combustible. Donc la personne, elle a déjà une haleine de fennec, mais en plus, elle aime bien manger épicé. Hein? C'est comme ça. Alors qu'évidemment, il faudrait croiser les régimes. Il y a des personnes palotes, il faudrait leur dire, mais écoute, prends un petit coup de rouge là, ou mange un petit peu de viande de temps en temps. Et puis les rougeaux, dire, tu te calmes, tu prends un peu de salade. Mais on n'a pas envie, c'est pas notre penchant. On préfère tomber du côté où on penche. Notre instinct nous dit que c'est meilleur. Hein? C'est pas de l'instinct, c'est un penchant, c'est différent. Donc suivre ses penchants en croyant que c'est de l'instinct, c'est une façon d'accentuer notre déséquilibre. Hein? Et c'est le travail, malheureusement, du médecin consciencieux, ou l'ethnomédecin consciencieux, qui va être sans arrêt de donner des conseils opposés aux gens pour essayer de les équilibrer. Évidemment, c'est un mauvais rôle parce que les gens, ils n'aiment pas. Un autre proverbe chinois, qui vient de Chuang Tzu, disait « Dans la vie, il faut toujours fouetter ses derniers moutons ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un troupeau, vous avez forcément les moutons
qui vont bien, qui avancent tout seuls devant, puis il y a les autres qui sont à la traîne derrière, et le bon berger, lui, il est toujours derrière en train de fouetter les derniers moutons pour qu'ils avancent en même temps. Mais nous, on met en avant ce qui va déjà bien, enfin ce qu'on sait bien faire, et puis on laisse à la traîne les choses qu'on n'aime pas. C'est celle-là qu'il faudrait mettre en avant pour que tout avance en équilibre. Je disais aussi, une bonne façon de perdre sa vitalité, son immunité, plus exactement, c'est de manger des aliments qui n'ont pas de shen. Je vais revenir sur ce terme en chinois parce que c'est difficile à traduire en français. Ça nous évoque la notion de bio. Qu'est-ce que c'est la nourriture bio? Du bio de nos jours, c'est du pas bio. C'est-à-dire non traité. D'accord? Mais bios, en grec, au départ, c'est la vie. D'accord? La biologie, l'étude de la vie. Donc, shen en chinois, en fait, c'est des aliments qui ont de la vie. Parce que la vie se nourrit de la vie, c'est-à-dire que vous devez prélever dans le biotope des aliments qui vont nourrir votre propre vitalité. Donc vous avez besoin pour ça de prendre de la vie. Il y a quelque chose de sauvage là-dedans. Pour le dire de façon plus simple, il faut manger du frais. Il faut manger quelque chose qui n'est pas mort depuis longtemps. Que ce soit une salade ou un animal. Parce que c'est encore palpitant quelque part. Il y a encore, en fait, du vécu dedans qui va se traduire visuellement par une chose très simple, qui est le brillant, qui est l'éclat. Vous avez tous cette expérience quand vous allez au marché. Vous voyez bien quand le poisson est frais, quand il a l'œil vif, quand il a les écailles luisantes, et puis quand il est tout éteint, avec les yeux qu'on appelle de merlan frit. Vous voyez les fleurs quand elles sont éclatantes ou quand elles sont ternes. La salade, pareil, quand c'est brillant, quand c'est éteint. Quand c'est éteint, ça veut dire le chêne est parti. Ça veut dire qu'il y a une des composantes de ce qui vous nourrit qui n'est plus là. C'est pour ça qu'il est essentiel de consommer des produits locaux et de saison. Parce que ce sont des produits qui ont le plus de chances d'avoir du chêne. C'est sûr que si vous arrachez la salade dans le jardin et que vous la mangez dans la foulée, celle-là, elle a quelque chose que même une salade bio, mais qui a 2 semaines, elle n'aura pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Chinois disent, il y a le vrai chêne, et ça va se traduire aussi au niveau du teint qu'on observe chez les gens. Le vrai chêne, ça va être les produits qui sont frais, et ça va donner des gens qui vont avoir un teint qui sera frais. Quand il n'y a plus de chêne, alors c'est naturel avec l'âge, vous prenez un poupon, il est tout frais. Vous prenez une personne âgée, elle est plus éteinte. C'est normal, il y a moins de vitalité dans le corps. Et c'est valable pour les fruits, pour tout. Alors je suis désolé pour Houellebecq, je l'ai pris en exemple, mais il n'a pas trop de chêne quand même apparemment. Maintenant, si vous regardez ces deux-là, allez faire un tour dans les magasins bio et dites-moi quelle tête vous trouvez le plus souvent. Attention à ne pas confondre non plus l'alimentation et les médicaments. C'est-à-dire que les Chinois disent qu'il y a 3 façons de se nourrir. Pour vivre, pour faire la fête et pour se soigner. Et le problème, c'est que l'alimentation pour vivre est une alimentation extrêmement simple. On va en reparler à la fin. C'est simple de se nourrir. C'est nous qui compliquons tout. On devrait déjà avoir de la chance d'apprécier ce qu'on a. C'est simple. La nourriture pour faire la fête, le repas de fête, le repas convivial, c'est le repas de la France, c'est le repas du français moyen. Il faut plusieurs plats, une entrée, machin, un dessert. Il y a des gens, s'ils n'ont pas salade, fromage, dessert, il manque quelque chose. Sauf que ça, c'est la définition en médecine chinoise du repas de fête. Donc nous, déjà, on a tout décalé d'un cran. Mais il y a des gens qui, en réaction à ça, considèrent que tout repas doit être bon, mais non pas pour le goût, pour le plaisir, mais pour la santé. Mais eux, leur alimentation, on a l'impression qu'ils mangent des médicaments. C'est tous des trucs qu'on ne trouve pas normalement. Seulement, ils ont plutôt la tête à Houellebecq, du coup. Parce qu'on a l'impression qu'ils mangent que des médicaments. Parce que la nourriture pour se soigner, la diététique, ça doit être très ponctuel pour un problème donné. Ça ne doit pas remplacer l'alimentation quotidienne. Donnez-nous notre pain quotidien. Pas notre quinoa, on n'est pas en Amérique. Enfin, j'ai rien contre le quinoa, mais c'est juste pour dire qu'il faut être dans le local. Et puis, il y a ce qu'on appelle le faux chêne. C'est-à-dire
la fausse bonne mine, la fausse apparence, le faux brillant. Alors on a ça bien entendu dans les produits qui sont trafiqués. Hein, là aussi on va en reparler 2 secondes. On a ça chez les gens qui sont maquillés comme des voitures volées aussi. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein, et que derrière, ça peut être un peu pourri des fois. Donc il faut faire la différence entre ces formes d'apparence, hein, mais consommer des choses qui ont palpité et vécu il y a peu de temps. Sauf que dans notre société, on est de plus en plus congélateur micro-ondes et de moins en moins petit marché local. Alors, à propos des produits trafiqués, des pommes aux apparences douteuses, ça m'a forcément fait penser à la sorcière de Blanche-Neige. Hein, c'est que la sorcière a été remplacée par les apprentis sorciers, et c'est encore pire d'être apprenti sorcier que d'être sorcier, parce que ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'on fait. Hein. Et donc, effectivement, on est dans un monde où l'intolérance est grandement causée par la manipulation, par la transformation du vivant. Quand on empoisonne, quand on déforme, quand on irradie le vivant et que quelqu'un le mange, ce vivant, forcément, ces cellules, elles vont faire n'importe quoi après. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de médecine pour comprendre ça. Et donc là, il y a quelque chose d'extrêmement grave, hein, parce que des entreprises comme celle qui est marquée là au tableau, c'est des entreprises qui font du crime contre l'humanité. C'est quelque chose de proprement intolérable. Est-ce que vous savez ce que c'est le pyriproxyphène? C'est un bactéricide, un insecticide, enfin un pesticide, un larvicide plus exactement je crois. C'est quelque chose qui est utilisé pour détruire les larves de moustiques. Ça a été, donc c'est une filiale de Monsanto. Ce produit donc c'est un produit qui a été utilisé de façon abondante pour mettre dans les mares, dans les rivières, pour détruire les larves de moustiques. Des chercheurs sont en train d'indiquer que c'est de toute évidence ce produit qui est la cause des microcéphalies. Vous savez, Zika. Zika, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps. C'est une sorte de mini-dengue. La dengue, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est aussi, c'est une maladie de type paludéen un peu, bon, une sorte de grippe des pays chauds. Zika, c'est un truc dans ce genre-là, ça n'a jamais été hyper méchant. Et en fait, les études statistiques ont montré que parmi toutes ces personnes qui avaient de la microcéphalie, il y avait qu'un pourcentage, il y a moins de 10% des gens qui avaient déjà le Zika. Les autres, non. Par contre, effectivement, c'est déjà vérifié que ce produit peut provoquer des pathologies neurologiques graves, générer notamment des microcéphalies. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces maladies, on est en train de nous sortir encore que c'est les moustiques qui sont la cause. Vous voyez, toujours la cause à l'extérieur de la maladie, non? C'est comme ceux qui, le FOL, là, qui mérite bien son nom, qui dit que c'est les canards sauvages qui sont la cause de la grippe aviaire. Toujours pareil, c'est évidemment le fait d'entasser les animaux les uns sur les autres, l'élevage intensif, de leur fourguer les produits dont je vous ai parlé, qui fait qu'ils ont une immunité totalement défaillante, et que la première merde de canard qui passe, il tombe malade. Mais le canard sauvage, il y est pour rien. On a la perversité en fonction de la résistance. On a démoli la résistance de ces animaux, c'est des fantômes sur pattes, et après on vient dire c'est de la faute à ceux qui sont normaux. Il ferait mieux de démolir leurs élevages intensifs que de faire la chasse au dernier canard. Voilà dans le monde dans lequel on est. Alors effectivement, ça, tout ce qui nous dénature mérite effectivement qu'on ait une démarche par rapport à ça. Quand on fait une ethnomédecine, on est obligé de faire une écomédecine, parce qu'on est le produit de la nature. Et les gens qui flinguent la nature, ils ne méritent pas qu'on leur permette de continuer comme ça. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et c'est là qu'on va reparler de la mitridatisation. Parce que le poison est partout autour de nous, c'est un fait. Hein. On a vu le jardin bio au milieu de l'autoroute.
Donc on a vu que ça ne marche pas de consommer que des choses, de se retrouver comme le banana bunker, de se retrouver dans une bulle. Hein. Le roi Mithridate, c'est quelqu'un qui avait peur qu'on ne l'empoisonne autour de lui, et donc qui avait pris des petites quantités de poison progressivement. Ça a donné naissance au principe vaccinal. C'était le départ de la mithridatisation, c'est-à-dire, on dit en chinois, traiter le poison par le poison, d'où par d'où. Il faut être capable de prendre un peu de poison pour que le corps s'entraîne, le principe vaccinal, puisqu'on vous inocule un virus atténué, pour que le corps fabrique des anticorps, parce que quand on est dans des logiques aussi violentes, il faut développer un antivirus. On est dans un monde qui n'est pas pur, donc on est obligé de s'empoisonner un petit peu. Et ça, c'est une donnée qui est essentielle. D'un côté, il faut faire la lutte contre les empoisonneurs, mais de l'autre, il faut prendre un petit peu de leur poison, sinon ils vont gagner. Mon vieux professeur, le docteur Leong, 15 générations de médecins, une connaissance qui remonte au XVIIIe siècle. Il était à Vancouver, au Canada. On a été visiter une ferme biologique. On a ramené des bons produits. On avait un petit creux sur le retour. Il s'est arrêté au McDo. Il dit, allez, tiens, je vais prendre mon vaccin pour ce mois-ci. Voilà. Il n'a pas fait tout un caca nerveux par rapport à ça. Il faut être capable, et il vaut mieux ça que... Regardez les enfants, on va en reparler après, on en parle tout de suite. Un proverbe chinois dit que pour qu'un enfant soit en bonne santé, il faut qu'il ait un petit peu faim, qu'il ait un petit peu froid et qu'il soit un petit peu sale. Pourquoi ce dicton ? Parce que s'il a un peu faim, il va mettre en route ses mécanismes de transformation et il va utiliser chaque grain de riz. Il ne va pas faire de carence. S'il a un peu froid, il va faire travailler son système de défense. L'autre fois, je voyais un reportage avec un Sherpa tibétain qui accompagnait une cordée d'anglais ou je ne sais plus quoi sur le K2, sur une montagne de l'Himalaya. Et donc les Occidentaux montraient avec fierté leur matériel, leurs vêtements hyper techniques, leur oxygène et tout. Et puis donc très bien, ils étaient bien équipés. Et puis ensuite le journaliste se tourne vers le Sherpa tibétain, il dit, vous avez le même équipement? Il dit, non, moi j'ai pas les moyens. Il dit, moi je suis en tongs, et puis je suis en t-shirt quoi. Et l'autre dit, mais quand vous êtes tout là-haut, vous avez rien d'autre? Il dit, si, je mets un kawaii. Mais il dit, vous avez pas froid? Il dit, si. Il fait froid, j'ai froid. Et nous, on supporte plus cette idée d'avoir des variations thermiques, d'avoir chaud, d'avoir froid. Il faut qu'on ait toujours la même température. On va avoir des choses très techniques. Mais là encore, notre corps, il fait plus de travail d'adaptation. Il fait plus de travail de défense. Il fait plus de travail de résistance. On n'est plus à l'époque de Tabarly où il faisait les choses en t-shirt par 0 degré pour se consolider. Nous, il faut vraiment qu'on soit bien protégé. Seulement, après, on se fait laminer par la première chose qui passe. Donc, il fallait que les enfants aient un peu froid. Et un peu sale, parce qu'un peu sale, ça évite la vaccination. Ils s'auto-vaccinent sans arrêt. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On les gave, on les couve, on les cuve, ça c'est déjà plus grave. Hein? Non, j'allais dire, et on les récure. Hein? Et après, on est obligé de les vacciner, parce qu'ils sont fragiles. Le poison, il a ses fonctions médicinales. Vous voyez, les vieux, par exemple, ça c'est une bouteille de vipérine. Hein, c'est les vieux en Ardèche, par exemple, il met une vipère là-dedans, elle crache son venin, et puis après, l'alcool plus le venin, c'est de la bile de l'animal, ça part dans le système sanguin rapidement, et ça c'est un anti-rhumatismal assez puissant. Alors, bien sûr, il faut respecter la dose prescrite. Hein. Mon papa, je lui ai fait arrêter le Tahor, qui est quand même un drôle de médicament, quand on voit les effets secondaires, et il prend ça de whisky tous les matins. Ça a le même effet. Mais c'est pas le même producteur, bien sûr. Donc, il faut penser à se mithridatiser. Il ne faut pas être tout le temps dans le pur, parce qu'on va se fragiliser aussi. Je ne fais pas l'apologie du pas bio, on est d'accord, mais question de dosage. Hein? Et comme dit un proverbe Lakota, les Sioux, c'est que si vous trouvez la terre trop dure sous vos pieds, hein, on disait le monde, il est pas, on ne va pas changer le monde demain. On peut y œuvrer comme on peut, mais on ne va pas le changer demain. Donc si vous trouvez la terre trop dure sous vos pieds, vous pouvez essayer de mettre des peaux de bêtes partout sur la terre, mais c'est plus facile de mettre des mocassins. Ça veut dire,
renforcez votre propre système à vous si vous voulez continuer à faire votre chemin, même si le monde il n'est pas parfait autour. Sinon, vous n'y arriverez pas. J'ai quitté la médecine chinoise, mais la médecine chinoise, elle est contemporaine de celle d'Hippocrate. On est en 300, 500 avant Jésus-Christ. Et donc, la philosophie était assez proche entre la médecine des Grecs de l'époque et celle des Chinois. Et Épicure disait, à propos de la nourriture, de tout un peu. Et tout est là, dans ces quelques mots, de tout. Il faut être capable de manger de tout, parce que c'est un luxe de pouvoir choisir ce qu'on mange. Qu'est-ce qui se passera demain quand il n'y aura plus les médicaments qu'on prend tout le temps ou les aliments auxquels on est habitué? De tout, un peu. De tout, oui, mais pas en grande quantité. Alors, des fois, les gens se donnent bonne conscience. Ils disent, moi, je mange que des légumes. Je comprends pas pourquoi je grossis, mais des fois, je leur dis, mais un éléphant aussi mange que des légumes. On oublie le un peu. C'est pas uniquement le choix de la nourriture qui compte, c'est aussi la portion. Sous prétexte qu'on prend des bonnes choses, on s'occupe plus de la quantité, non? De tout un peu, et puis quand on en mange un peu, ça en laisse aux autres. La santé n'est pas si compliquée que ça, mais il faut entretenir cette capacité à être omnivore. C'est une chance qu'on a en tant qu'espèce humaine. Pourquoi est-ce qu'on se fragilise comme ça gratuitement tout seul? En plus, c'est juste pour enrichir des industries qui fabriquent. Vous voyez bien, si vous dites aux gens mangez moins, ça ne fait pas tourner la société de consommation. Si vous dites consommez plus de produits allégés, ah ben ça c'est plus pareil. Donc forcément, derrière, il y a quand même un commerce. Pareil pour les bébés, vous voyez, vous sortez à peine de la maternité, vous avez le pack qui va bien pour devenir un nouveau consommateur. Alors que l'allaitement, ça permet d'éviter... d'un côté, on n'allaite pas, de l'autre, prend un coup de vaccin à 2-3 mois, le gamin, il se prend une dose avec ses 3, 4, 5 trucs d'un coup, là, bienvenue dans un monde meilleur. C'est des trucs de fou, quoi. Il faut retrouver les choses normales. Voilà, l'intolérance. Quelque part, on pourrait dire que c'est un luxe. Je suis intolérant à ceci, à cela, etc. Mais je cultive un peu mon intolérance. Je ne fais pas un travail pour devenir de nouveau tolérant, puisque je prends toujours ce qui me manque, j'évite toujours ce que j'aime pas, etc. Alors chez nous, on en est à chercher les compléments alimentaires pour ne manquer de rien. Et puis, si vous dézoomez la France, et vous regardez la planète, vous dites, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. On a tout ce qu'il faut ici. Voilà, on finit avec la Seine. Un coup de pinard, un coup de pain, et du bon. Bien sûr, on est d'accord. Le gluten, pourquoi il y a des problèmes? C'est parce que c'est du pain industriel, c'est du pain en plastique. Les pâtes d'arachide des Américains, etc. C'est l'industrialisation de l'alimentation humaine de base qui a créé les problèmes. Mais c'est pas le produit. Moi, étant petit, j'avais des grands-parents, ils avaient 2-3 vaches, je buvais le lait à la sortie du pis. J'ai pas de problème spécifique par rapport à ça. Mais c'était du lait, du bon lait. Bon, je suis pas une vache, d'accord, mais de toute façon, on mange pas des humains non plus. Donc ça veut rien dire de manger que les choses de chez nous. On est omnivore, on est capable de manger de tout. Il faut entretenir cette capacité. Je vous dis, c'est une chance. Mais il faut l'apprécier. Même si c'est de la viande, on prend de la vie pour nourrir sa vie. Je fais des missions humanitaires tous les ans chez les Lakota. Vous savez, les Sioux, Danse avec les loups, là, ce quartier-là. J'y étais allé avec un ami qui est naturopathe. Et il leur donnait des conseils en disant qu'il faudrait manger des légumes, de la salade et tout ça. Et il y a un Sioux, il dit, mais tu m'as regardé, je suis un Lakota. Tu sais ce que c'est un bison? Tu sais ce que c'est pour moi? C'est mon sang, c'est mon tipi, c'est des gens, ils vivent comme les Indiens, comme les... je ne sais plus quelle peuplade, avec les néniettes, avec les rennes, etc. C'est des gens qui vivent à travers un animal qui leur fournit tout, ou comme les Inuits avec les phoques, les baleines. Dire à ces gens-là d'aller cultiver la salade sur la banquise, il y a un truc qui ne va pas, quoi.
Donc, il faut apprécier. Par contre, il faut apprécier, c'est-à-dire quand on tue, quand on prend de la vie pour nourrir sa vie, tout repas est un repas de communion. C'est-à-dire, je sais que je prends de la vie parce que je vais essayer d'en faire quelque chose de bien. Hein? Mais oui, on prend en permanence de la vie. De toute façon, vous mangez une vache, vous mangez de la salade par vache interposée. On est dans une grande fonderie où tout se transforme. Il faut juste le faire en conscience. Il ne faut pas gaspiller. On peut être chasseur sans être thanato-sportif. Moi, je connais des chasseurs-cueilleurs, c'est des gens respectables. Et comme dit Pierrot, Rabbi, on peut être végétarien et agressif. Hein. C'est pas uniquement ce qu'on mange qui fait la chose. Il faut apprécier et il faut partager. Voilà. Et partager le pain, ça s'appelle être copain. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi un repas de communion quand on mange à plusieurs et qu'il faut prendre des choses simples. Oui ? J'ai entendu dans une autre conférence que les intolérances alimentaires, gluten, lait, venaient de la défectuosité de notre paroi intestinale due à l'intoxication aux métaux, notamment le mercure que l'on a dans la bouche. Alors ça n'a pas été sans troubler. Qu'est-ce que... Vous avez entendu la remarque ? Non ? Donc, la dame a entendu dans une autre conférence le fait que l'intolérance au gluten, au lait était due à l'affaiblissement des parois intestinales, elle-même due aux métaux qu'il pouvait y avoir dans la bouche. C'est une cause possible parmi un grand nombre de causes. Maintenant, mettre tout là-dessus me semble excessif. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des métaux dans la bouche qui n'ont pas ça. Donc le problème, c'est que là, il faut être scientifique. Si c'était le cas, ça serait tout le monde. Donc ça veut dire, encore une fois, la perversité est fonction de la résistance. Et comme on ne peut pas toujours changer toutes les dents, il faut aussi faire quelque chose. Donc je pense que c'est trop facile de toujours trouver un bouc émissaire, que ce soit un métal, un machin, un truc. Tout est juste, potentiellement. Mais cette manie qu'ont certaines personnes de tout mettre sur une cause, c'est parce que derrière, elles ont travaillé que sur ce truc-là. C'est tout le problème des thérapies. Hein. Vous avez un mal de tête, vous allez chez le chiro, c'est vos vertèbres, vous allez chez le dentiste, c'est vos plombages, vous allez chez le diététicien, c'est votre bouffe, vous allez chez le psy, c'est votre stress, et puis vous avez toujours votre mal de tête parce que vous ne savez pas c'est quelle la vraie cause. Chacun voit midi à sa porte. Donc je dis pas que c'est faux, je dis il faut pas tout mettre toujours sur un truc. Pour rajouter, parce que j'ai assisté à une conférence, elle disait que c'était une question de sensibilité personnelle. Absolument. Effectivement, quelqu'un peut avoir 12 amalgames de manifestation et une autre personne 12 amalgames et être mal. Dans ce cas, c'est correct, c'est une question de sensibilité personnelle. Mais à ce moment-là, la bonne question derrière, c'est comment on fait pour arrêter d'être sensible. On arrache toutes les dents ou qu'est-ce qu'on fait ? C'est toute la difficulté. Parce que je vous dis, on ne vit pas... à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des choses nocives. Et la question, c'est est-ce qu'on éradique toutes les choses nocives ? Est-ce qu'on se part de tas de trucs pour éviter ? Ou est-ce qu'on essaye de travailler à notre... Dans nos hôpitaux, 6% de décès par infection nosocomiale. 6% de décès. Parce qu'on est rentré dans l'hôpital et on s'est chopé un truc qu'on n'avait pas avant. Parce qu'ils aseptisent tout et ils fabriquent des virus hyper résistants et eux, s'ils vous allument, vous êtes fini. D'accord ? Vous allez dans les hôpitaux à ciel ouvert en Mongolie, vous soulevez la tente, le type, il opère avec des mains pas très propres, il désinfecte avec du papier journal, il arrache les dents avec la pince qui sert pour la voiture. Bon, c'est raide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait ça aux gens de là-bas. Vous allez en Afrique ou en Inde, vous avez la viande sur le bord de la route, avec les mouches autour, la fumée des camions qui passent. Eux, ils mangent cette viande-là, vous êtes morts si vous mangez cette viande-là. C'est sûr. Hein ? Et ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils se sont mitridatisés. Eux, ils survivront, pas nous. Vous comprenez ? Donc, il faut éviter d'être dans un monde trop pollué, trop ceci, trop cela, mais il faut cultiver notre capacité de résistance et d'adaptation. À petite dose, un peu de poison, sinon on est mort, on est d'accord. Vous voyez la nuance ? Il y avait une autre question, je crois, non ? Non ? Quand on s'aperçoit qu'on va beaucoup mieux en éliminant le gluten, il faut cultiver quand même. Oui, on va mieux en éliminant le gluten pour certaines personnes, parce que ça veut dire qu'il y a déjà une fragilité.
Donc, si on évite ce qui nous rend faibles ou allergiques, ben on va mieux, en apparence. Mais si vous ne bougez pas, vous ne sentez pas vos chaînes. Vous comprenez? Donc, la question, c'est pas est-ce que je vais mieux en mangeant pas ça, en évitant ça, en vivant plus que comme ci, comme ça. C'est est-ce que je vais mieux tout en prenant ça? Est-ce que je suis capable de manger un camembert pasteurisé à 2 balles et un bout de pain rassis plein de gluten sans me retrouver à l'hôpital, une fois de temps en temps? C'est ça la vraie question. Mais bien sûr, on se sent mieux en comblant nos carences et en évitant ce qui nous rend allergiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. C'est tout le problème. Je vais bien tant que personne ne me critique. Bah oui, d'accord, mais la question n'est pas là. Bah merci de votre attention et puis bonne soirée à vous. Merci.